Ceci est une œuvre de fiction créée à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des événements ou des personnes réelles est purement fortuite. Après une longue journée de travail, tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous et vous reposer. Peut-être passer un peu de temps avec votre femme. Mais au lieu de cela, vous entrez et la trouvez assise en cercle avec 3 de ses amis et une chaise vide au milieu qui vous attend, comme si elle vous attendait, comme si elles étaient sur le point de commencer une sorte de procès. Que feriez-vous dans cette situation? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, sans perdre plus de temps, passons à l'histoire. Ce matin-là a commencé de la même manière que tous les matins. Debout avant 6 heures, un café que je n'ai à peine goûté. Le trafic de Tampa me mangeait 40 minutes de ma vie. Et un chantier où chaque décision atterrissait sur mon bureau avant 8 heures du matin. 2 équipes en retard. Une livraison de béton repoussée de 3 heures. Et un sous-traitant menaçant de se retirer à cause d'un litige de paiement qui n'était même pas à moi de résoudre. À 3 heures de l'après-midi, j'avais un mal de tête qui s'était installé juste derrière mes yeux et ne bougeait plus. Je gère des projets de construction. Les gens entendent ça et s'imaginent un gars avec un casque de chantier pointant du doigt des choses. Ce que cela signifie en réalité, c'est que vous portez le poids de chaque retard, de chaque dépassement de coût et de chaque dispute entre corps de métier, et vous le faites sans vous effondrer. Parce qu'au moment où vous le faites, tout le site suit. Ce jour-là fut l'un des plus difficiles. Pas le plus difficile, mais presque. J'ai garé l'Explorer dans l'allée à 18h47, coupé le moteur et suis resté là pendant environ 30 secondes. Juste assis. Le genre de silence qui ressemble à une récompense après 10 heures de bruit. Puis j'ai pris mon sac et je suis entré. Le salon m'a arrêté. Anna était sur le canapé. Megan était dans le fauteuil en face d'elle. 2 autres femmes, Lexi et Piper, étaient assises de chaque côté, et au milieu de la pièce, face à toutes les 4, se trouvait une chaise. Notre chaise de salle à manger, tirée et placée là comme si elle avait attendu. Personne n'a rien dit pendant une seconde. Megan a parlé la première. Elle avait ce calme répété dans sa voix, le genre que les gens utilisent quand ils ont répété ce qu'ils vont dire. Elle m'a dit qu'elle voulait parler, qu'Anna avait des choses à exprimer et qu'elles étaient là pour soutenir ce processus. Elle a utilisé le mot « processus ». Elle a même dit que c'était un espace sûr pour nous deux. J'ai regardé la chaise. J'ai regardé Anna. Anna ne me regardait pas. J'ai posé mon sac lentement et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Megan a commencé à expliquer quelque chose sur Anna qui se sentait inaudible. Quelque chose sur un déséquilibre dans la dynamique du foyer. Elle avait tout un cadre pour cela. Je l'ai laissé prononcer environ 4 phrases. Puis j'ai dit, je vais vous arrêter là. Ma voix était neutre. Je ne sais pas ce qu'Anna vous a dit et je ne vais pas m'asseoir sur cette chaise. Megan a insisté. Elle a dit que c'était exactement le genre de résistance qu'elles attendaient, qu'il était important que je sois ouvert à entendre la perspective d'Anna. Je l'ai regardée un instant. Megan, vous êtes chez moi. Vous avez tiré une chaise au milieu de mon salon et vous me dites de m'y asseoir pour que vous puissiez m'expliquer mon mariage? Ce n'est pas un espace sûr. C'est un piège. Piper a sauté dans la conversation. Elle a dit que j'étais sur la défensive. Lexi a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose. Je me suis tourné vers Anna. As-tu planifié ça? Elle m'a enfin regardé. Elle n'a pas répondu tout de suite, ce qui était sa propre réponse. J'avais besoin de soutien, a-t-elle dit doucement. Pourquoi, ai-je demandé. Tu aurais pu me parler. Tu as eu toutes les soirées pendant 2 ans pour me parler. Ça a fait mouche. Je l'ai vu. Mais Megan s'est vite rattrapée. Elle a interrompu et a dit que c'était exactement le problème. Que Anna ne se sentait pas capable de venir me voir. Que j'étais inapprochable et dismissif. Je me suis retourné vers Megan. Vous ne me connaissez pas. Vous savez ce qu'Anna vous dit, filtré par tout ce que vous lui avez donné à manger ces derniers mois. Je ne ferai pas ça avec vous. J'ai regardé Lexi et Piper. J'aimerais que vous 3 partiez. Maintenant. Le ton de Megan a changé. Elle a dit que je prouvais leur point, que ma réaction était exactement ce qu'Anna avait décrit. Elle a dit qu'elle n'irait nulle part tant qu'Anna n'aurait pas dit qu'elle allait bien. Anna, ai-je dit, dis à tes amis de rentrer chez elle. La pièce est devenue silencieuse.
Megan a commencé à dire quelque chose sur le fait que je ne pouvais pas simplement donner des ordres aux gens. Que Anna avait une voix. Elle en a une, ai-je dit, elle en a eu une tout ce temps. Elle ne l'a juste pas utilisée avec moi. J'ai ramassé mon sac là où je l'avais posé. Je vais prendre une douche. Quand je reviendrai, j'aimerais parler à ma femme seule. Si vous êtes encore là toutes les trois quand je reviendrai, je mettrai fin à cette soirée et nous aurons cette conversation demain sans public. J'ai passé devant tout et je suis allé dans le couloir. Sous la douche, l'eau aussi chaude que les tuyaux le permettaient, j'ai repassé ce qui venait de se passer. Pas la colère. Je n'étais pas en colère. Pas exactement. Plus comme le genre de clarté que l'on obtient quand quelque chose confirme ce que l'on a essayé d'ignorer. Cela ne venait pas de nulle part. Quelqu'un avait travaillé sur elle, et elle avait laissé cela aller si loin avant de me dire un mot. Quand je suis ressorti, Megan, Lexi et Piper étaient partis. Anna était assise sur le canapé, les bras croisés, fixant le sol. La chaise vide était toujours au milieu de la pièce. Je l'ai remise à la table de la salle à manger. Puis je me suis assis en face d'elle. D'accord, ai-je dit. Parle-moi. Elle n'a pas commencé tout de suite. Elle est restée assise, les bras toujours croisés, comme si elle prenait une décision. Je ne l'ai pas poussée. J'ai attendu. Quand elle a enfin parlé, ça est sorti plus lentement que je ne m'y attendais. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir disparu, que quelque part au cours des 2 dernières années, sans emploi, sans routine qui lui était propre, elle était devenue une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas. Elle nettoyait la maison, faisait la lessive, préparait le dîner, et attendait. C'était sa journée, tous les jours. Et je rentrais trop fatigué pour faire grand-chose d'autre que manger et décompresser, et elle se sentait comme un meuble. J'ai tout écouté. Puis elle a continué. Elle a dit que la répartition n'était pas juste. Qu'elle s'occupait du foyer pendant que je travaillais et rentrait simplement à la maison. Que je ne voyais pas ce qu'elle faisait ni ne le reconnaissais. Qu'elle se sentait plus comme une femme de ménage que comme une épouse. J'ai gardé ma voix neutre. Anna, je travaille 60 heures par semaine pour que tu n'aies pas à travailler du tout. C'était l'accord. Tu as dit que tu voulais prendre du temps après avoir démissionné. J'ai dit, d'accord. Je m'occupe de tout financièrement. Tu t'occupes de la maison. C'est ce que nous avons décidé ensemble. Elle a dit que cela ne ressemblait plus à une décision. Cela ressemblait à un piège. Un piège, ai-je répété. Je ne pensais pas que ça durerait si longtemps. Je ne pensais pas me sentir si invisible en le faisant. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit il y a 6 mois, il y a 1 an? Elle n'a pas répondu. Je rentre épuisé. C'est vrai, ai-je dit. Tu sais ce que je ne ramène pas à la maison avec moi? Le sous-traitant qui a menacé de quitter le chantier la semaine dernière. L'inspecteur qui a refusé une section d'ossature et nous a coûté 4 jours. Le chef d'équipe que j'ai dû licencier parce qu'il s'est présenté sous l'influence et que je ne peux pas avoir ça sur un chantier. Je laisse tout ça à la porte parce que je ne veux pas te le déverser. Je pensais te rendre service. Elle a levé les yeux. Tu veux parler d'invisible? Je me suis penché en avant. Je réparais des choses dans cette maison tous les week-ends. Le chauffe-eau, le panneau de clôture. Le robinet de la cuisine qui a goûté pendant une semaine avant que j'aie un samedi de libre. Tu ne m'as rien demandé de tout ça. Je l'ai juste fait parce que c'était nécessaire. Et pas une seule fois. Pas une seule fois je ne me suis assis en face de toi pour dire que je ne me sentais pas apprécié. Sa mâchoire s'est serrée. Alors, c'est une compétition? Non, c'est une correction. Tu as dépeint une image ce soir devant tes amis où je suis un mari absent qui ne contribue à rien à la maison. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Elle a dit que le tableau n'était pas si simple. Que même si je faisais des choses dans la maison, elle se sentait toujours invisible en tant que personne. Que le problème n'était pas seulement le travail. C'était que nous avions cessé de nous connecter. Que je rentrais à la maison et que je faisais les choses machinalement et qu'elle se sentait seule même quand j'étais assis juste là. Celle-là était plus difficile à contester. Je me suis adossé. D'accord, j'entends ça. Et je ne vais pas te dire que c'est faux parce que je ne sais pas ce que tu ressens. Mais Anna, pourquoi est-ce la première fois que nous avons cette conversation? Pourquoi a-t-il fallu que Megan installe une chaise dans le salon pour que tu me dises tout ça?
Elle a dit qu'elle ne savait pas comment en parler. Qu'elle avait peur que je la rejette. T'es-je déjà rejeté? Une pause. Non, mais j'avais peur que tu le fasses. Je l'ai regardé longuement. Tu avais peur de quelque chose que je n'ai jamais fait. Alors au lieu de me parler, tu as parlé à Megan. Et Megan t'a aidé à en faire un procès. Sa voix s'est légèrement élevée. Elle a dit que Megan se souciait d'elle, que ses amis essayaient juste de l'aider à trouver sa voie. Megan n'a pas voix au chapitre dans notre mariage. J'ai dit qu'elle ne vivait pas ici. Elle ne sait pas ce qui se passe entre nous quand personne d'autre ne regarde. Elle connaît la version que tu lui as donnée, qui, d'après ce soir, semble avoir omis quelques détails. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de rentrer à la maison après la journée que je viens de passer et de tomber dans une embuscade. Ce n'est pas juste, Anna. La pièce est devenue silencieuse. Aucun de nous n'a bougé pendant un moment. Puis elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, que les choses étaient trop tendues pour le moment, qu'elle allait rester chez Megan pendant quelques jours. J'ai senti quelque chose tomber dans ma poitrine. Pas de panique, plus comme une reconnaissance, comme une porte qui se ferme. C'est une erreur. J'ai dit, tu le sais, n'est-ce pas? Tu viens de me dire que Megan a influencé ta façon de voir ce mariage. Et ta réponse est d'aller passer 3 jours chez elle pendant que tout ça est encore à vif. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'espace pour se vider la tête, qu'elle ne partait pas, juste qu'elle prenait quelques jours. Ces deux choses vont se confondre là-bas, et tu le sais. Je me suis levé. Megan n'a jamais eu de relation qui a duré plus de 8 mois. Lexi a 27 ans et pense que le mariage est une lutte de pouvoir. Ce ne sont pas les personnes qui devraient te conseiller en ce moment. Elle a dit, j'essayais de contrôler avec qui elle parlait. J'essaie de te dire la vérité. Il y a une différence. Elle est allée dans la chambre. J'ai entendu le placard, la fermeture éclair d'un sac. Je suis resté dans le salon et ne l'ai pas suivie. Quand elle est sortie avec un petit sac sur l'épaule, elle s'est arrêtée au bord du couloir. Elle m'a regardé comme si elle attendait quelque chose. Peut-être que je lui demande de rester. Je ne l'ai pas fait. Je t'appellerai, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. La porte d'entrée s'est refermée. Je suis resté assis dans le silence pendant longtemps. Le genre de silence qui est différent de celui que j'avais été soulagé de trouver 2 heures plus tôt. Puis j'ai pris mon téléphone et ouvert mes contacts. Pas pour l'appeler, pas pour appeler Megan. J'ai fait défiler jusqu'à un nom que j'avais remis à plus tard. Un avocat spécialisé en droit de la famille qu'un collègue avait mentionné il y a des mois lors de son propre divorce. Quelqu'un nommé Norman Ellison. Je n'ai pas appelé ce soir-là, mais j'ai enregistré le numéro. La première nuit seule dans la maison fut étrange. Pas mauvaise, juste étrange. J'ai préparé quelque chose de rapide, mangé à la table de la cuisine, et suis resté avec le silence plus longtemps que d'habitude. Pas de télévision, pas de bruit de fond, juste la maison faisant ce que les maisons font quand personne ne les remplit de conversation. Je me suis couché à une heure raisonnable et j'ai fixé le plafond pendant environ 40 minutes avant de m'endormir. Le travail le lendemain matin était son chaos contrôlé habituel. Un problème de drainage à l'extrémité sud du chantier a repoussé le coulage de béton à nouveau, et j'ai passé la majeure partie de l'après-midi au téléphone à gérer les retombées. C'était le genre de journée qui exige tout de vous, ce qui était très bien. Je n'avais pas beaucoup d'intérêt à avoir du temps libre pour penser. Elle m'a envoyé un SMS cet après-midi-là. Juste arrivé. Je vais bien. J'ai répondu. Bien. Ce fut l'étendue de la communication pour le premier jour. Le deuxième jour, j'ai appelé Norman Ellison, non pas pour déposer quoi que ce soit, ni pour prendre des décisions. Je voulais juste comprendre où j'en étais. Il avait une disponibilité ce jeudi matin, m'a demandé de venir, et j'ai dit que je le ferais. J'ai raccroché et je suis retourné sur le chantier comme si je n'avais pas juste pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le divorce. Ce que je ne savais pas, et ce que j'ai reconstitué plus tard à partir de ce qu'Anna m'a dit, c'était à quoi ressemblaient réellement ces premières 48 heures du côté de Megan. Anna s'était imaginé quelque chose comme une réinitialisation, un endroit propre et calme pour décompresser, parler des choses avec quelqu'un qui la connaissait, et obtenir de la clarté. Ce dans quoi elle est entrée était un appartement qui ressemblait à 3 personnes y vivaient, sauf qu'une seule y vivait.
Des assiettes dans l'évier qui y étaient depuis assez longtemps pour être qualifiées d'expérience scientifique. Des vêtements sur toutes les surfaces. Une salle de bain qui n'avait pas été nettoyée depuis une période qu'Anna ne voulait pas estimer. L'énergie de Megan ce premier soir était élevée, presque performative. Elle était en mode allié total, versant du vin avant même qu'Anna n'ait posé son sac, prête avec des arguments sur l'indépendance, l'estime de soi et le courage qu'il fallait pour partir. Anna a dit qu'elle se surprenait à hocher la tête sans vraiment croire tout ça. Cette première nuit, 2 hommes qu'elle n'avait jamais rencontrés sont venus. Ils sont restés bien après minuit. Megan était dans son élément, bruyante, riant, le centre de tout. Anna s'est assise à l'écart et est allée se coucher dans la chambre d'amis avant qu'ils ne partent. Elle m'a envoyé un SMS sous les couvertures. J'étais déjà endormi et ne l'ai vu que le matin. Le deuxième jour a été pire. Megan a passé la majeure partie de l'après-midi sur son téléphone et n'a pas posé une seule question à Anna sur la façon dont elle allait réellement. Quand Anna a abordé quelque chose que j'avais dit, l'un des points de notre dispute qu'elle avait ressassé, Megan l'a écarté immédiatement, ne s'y est pas engagée, l'a juste reformulé comme moi essayant de la faire se sentir coupable, l'a classée et est passée à autre chose. Anna l'a remarqué. Le deuxième soir, Megan a annoncé qu'elle avait des projets et a invité Anna à l'accompagner. Un groupe de ses amis allait au club Prana. Anna a dit non. Megan a insisté. Anna a dit non à nouveau. Megan est partie quand même. Anna est restée seule dans cet appartement pendant 3 heures. Elle a appelé sa sœur Penny cette nuit-là. Penny Lamb, la stable, celle qui avait toujours été directe avec Anna d'une manière que ses amis n'étaient parfois pas. Penny a demandé comment elle allait et Anna a dit que ça allait. Et Penny a dit qu'elle n'avait pas l'air d'aller bien. Elles ont parlé pendant presque 1 heure. Penny n'a pas pris parti. Elle a juste posé des questions, de bonnes questions, le genre qui exigeait qu'Anna réfléchisse réellement au lieu de simplement réagir. À la fin de l'appel, Anna était plus silencieuse qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Pendant ce temps, j'étais à la maison à faire ce que je fais toujours quand quelque chose ne va pas et qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. J'ai conduit à Home Depot samedi matin, j'ai acheté des matériaux pour une étagère que je devais construire dans le garage depuis 2 mois, et j'ai passé 4 heures à la couper et à la monter. Travail physique, résultat concret. Cela a aidé. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche arrière avec une bière et j'ai regardé la cour. Nous avions parlé d'y aménager un petit jardin. Anna l'avait mentionné plus d'une fois, et je n'avais cessé de dire que nous y arriverions. Il m'est venu à l'esprit, assis là seul, que je n'avais aucune bonne raison pour laquelle nous ne l'avions pas fait. Dimanche matin, j'ai appelé le bureau de Norman Ellison et confirmé le rendez-vous de jeudi. Puis j'ai nettoyé la maison. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains qui n'étaient pas pensées. Le dimanche après-midi, 3 jours plus tard, j'étais arrivé à un endroit que je ne m'attendais pas à atteindre si vite. Pas de colère, pas de désespoir, quelque chose de plus ressemblant à une résolution. La conversation que nous avions eue était réelle et une partie d'elle avait fait mouche. Mais le fait qu'il ait fallu une confrontation mise en scène dans mon propre salon pour y arriver, cette partie-là, je ne pouvais pas m'empêcher d'y revenir. Si la communication s'était si mal rompue sans même que je m'en rende compte, c'était quelque chose dont nous devrions tous les deux rendre compte. Je ne savais pas encore que ce même dimanche, à 50 minutes de Tampa, Anna était en pleine dispute avec Megan, ce qui allait tout changer. Megan est revenue du club Prana à 2 heures du matin avec un homme qu'Anna n'avait jamais vu auparavant. Elle les a entendus entrer, la porte, les rires, le volume de 2 personnes qui avaient bu et n'avaient pas remarqué à quel point elles étaient bruyantes. Anna est restée allongée dans la chambre d'amis, la lumière éteinte, et a écouté le mince mur entre elle et ce qui se passait dans la pièce voisine. Et elle a pensé à notre salon et à la chaise et à la certitude de Megan assise dans ce fauteuil 3 jours plus tôt. Elle s'est levée tôt le lendemain matin, a préparé du café dans une cuisine qu'elle avait nettoyée elle-même la veille, et s'est assise à la petite table de Megan avec son téléphone face vers le bas. L'homme de la nuit précédente est parti vers 9 heures. Megan est sortie 20 minutes plus tard, vêtue d'une chemise trop grande, cherchant son chargeur, et a semblé presque surprise de trouver Anna encore là. Elle s'est versée du café et a demandé comment Anna avait dormi. Anna a dit « bien ». Puis elle a posé une question à laquelle elle se préparait. Elle a demandé à Megan des nouvelles du loyer. Ce n'était pas une accusation. Elle avait juste remarqué une pile d'enveloppes sur le comptoir de la cuisine, du genre avec des caractères rouges à l'extérieur.
Elle les avait remarqués le premier jour et n'avait rien dit. Maintenant, elle a demandé. La posture de Megan a changé. Elle a dit que ce n'était rien, juste des problèmes de facturation qu'elle gérait. Anna a insisté doucement. Megan a esquivé, puis est devenue légèrement défensive, puis a finalement admis qu'elle avait 2 mois de retard de loyer et que son propriétaire lui avait envoyé un avis formel. Elle a dit que ce n'était pas grave. Elle avait déjà géré des situations comme celle-ci. Anna a demandé comment. Megan a haussé les épaules et a dit qu'elle trouverait une solution. Elle le faisait toujours. Anna a réfléchi un instant. Puis elle a posé des questions sur la dernière relation de Megan, celle qui s'était terminée 4 mois auparavant, celle que Megan avait décrite à l'époque comme étant enfin libre. Anna a demandé ce qui s'était réellement passé. La réponse de Megan était vague d'une manière qui a tout dit à Anna. Un homme qui n'était pas prêt à s'engager. Incompatibilité, direction différente. Elle a énuméré des raisons comme si elle lisait une liste et aucune d'elles n'avait de poids. Anna s'est souvenue de ce que j'avais dit dans le salon. Megan n'a jamais eu de relation qui a duré plus de 8 mois. Elle avait ignoré cela quand je l'avais dit. Maintenant, elle faisait le calcul elle-même. Cet après-midi-là, Megan a suggéré qu'elle sorte. Pas le club Prana cette fois, juste déjeuner quelque part sur la 7e avenue. Anna a accepté. Elles ont pris une table à l'extérieur et la conversation s'est bien déroulée au début, légère, facile. Puis Megan a de nouveau abordé la situation avec moi. Elle avait un nouvel angle, quelque chose sur lequel elle avait apparemment réfléchi, à savoir comment la dépendance financière dans un mariage crée un déséquilibre de pouvoir par conception et que ma volonté d'être le seul pourvoyeur était en fait un mécanisme de contrôle, pas de la générosité. Anna a écouté tout ça. Puis elle a dit, « Est-ce que tu crois vraiment ça ou est-ce que tu dis juste ce qui semble juste ?» Megan l'a regardé. « Parce que je suis là depuis 3 jours, a continué Anna. Et j'ai passé plus de temps seul dans ton appartement que je n'en ai passé à te parler. Tu es sorti sans moi. Tu as ramené quelqu'un à la maison sans me prévenir. Et la seule fois où j'ai essayé de parler de quelque chose de réel. Tu m'as dit que je me sentais juste coupable à cause de la façon dont il avait formulé les choses. » Elle a gardé sa voix calme. « Tu ne m'as pas demandé ce que je pensais. Tu m'as dit ce que je pensais. » Megan a dit qu'elle essayait juste d'aider. « Je sais que tu le es, a dit Anna. Mais une aide qui vient avec une conclusion déjà attachée n'est pas vraiment une aide. » Le déjeuner s'est terminé peu après. Non pas par une dispute, juste par un silence que ni l'une ni l'autre n'a rempli. Elles sont retournées à l'appartement séparément et Anna est allée directement dans la chambre d'amis et s'est assise sur le bord du lit. Elle a ouvert l'application photo sur son iPhone et a fait défiler les photos. Pas loin, juste quelques mois. Un dimanche dans le jardin. Nous deux, moi tenant un poisson que j'avais pêché à la jetée de Saint-Pète. Elle riant de la grimace que je faisais. Elle se souvenait clairement de ce jour. J'étais rentré de cette partie de pêche et j'avais réparé la moustiquaire qu'elle avait mentionnée et qui coinçait. Elle ne me l'avait pas demandé. Je l'avais juste fait. Elle a fait défiler un peu plus loin. Une photo qu'elle avait prise de l'étagère de garage que j'avais construite il y a des mois. Elle l'avait prise pour l'envoyer à sa mère. La légende qu'elle avait tapée et jamais envoyée. Il a construit ça en un après-midi. Elle a posé le téléphone. Puis elle m'a appelé. J'étais sur le chantier quand mon téléphone a sonné. J'ai vu son nom et me suis éloigné du bruit pour me diriger vers le calme relatif près des remorques d'équipement. J'ai répondu. Elle a dit bonjour. J'ai dit bonjour en retour. Il y a eu une pause qui a semblé plus longue qu'elle ne l'était probablement. Elle a demandé si nous pouvions parler quand elle serait de retour. Pas au téléphone, en personne. Je lui ai dit que j'avais aussi quelque chose à lui dire et qu'elle devrait rentrer à la maison. Elle a demandé quand. J'ai dit quand elle serait prête. Elle a dit demain matin. J'ai dit d'accord. Nous avons raccroché. Je suis resté devant la remorque pendant 1 minute, regardant nulle part en particulier, puis je suis retourné au travail. Ce soir-là, j'ai remis la chaise de salle à manger à sa place, me suis assis à la table avec un stylo et une feuille de papier, et j'ai écrit les choses que je voulais dire, non pas pour les répéter, mais pour m'assurer que je disais ce que je voulais vraiment dire. Et non pas seulement pour réagir à la façon dont elle m'avait fait me sentir. Au moment où je suis allé me coucher ce soir-là, la feuille de papier n'avait qu'une seule ligne. Elle disait, dis-lui la vérité.
Laisse-la faire de même, puis décide. Le jeudi matin, j'avais rendez-vous avec Norman Ellison à 9 h. Anna devait rentrer un peu plus tard. J'ai gardé les deux. Le bureau de Norman Ellison était au 4e étage d'un immeuble sur Kennedy Boulevard, le genre d'endroit avec une moquette neutre, des certificats encadrés et une réceptionniste qui offrait de l'eau avant même que vous ne vous asseyiez. J'ai refusé l'eau et me suis assis en face de lui à un bureau où rien d'inutile ne traînait. Il était direct, ce que j'ai apprécié. Il m'a expliqué les bases de ce à quoi ressemblerait un divorce compte tenu de notre situation, 2 ans sans qu'elle travaille, pas d'enfant, la maison étant une location à nos deux noms. Il a dit que rien n'était irréversible à ce stade, que j'étais toujours dans une position où les options étaient ouvertes. Il a également dit que si j'étais là juste pour comprendre mes options et que je n'avais pas pris de décision, c'était tout à fait normal et que je devais prendre mon temps. Je lui ai dit que je n'avais pas pris de décision. Il a hoché la tête et a dit d'appeler quand ce serait le cas. Je suis rentré chez moi, j'ai troqué mes vêtements de travail contre des vêtements plus décontractés, et j'ai fait du café. Elle avait dit, dans la matinée. Vers 11 h, sa voiture a tourné dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine sans le vouloir. Elle est entrée avec son sac et l'a posé près de l'entrée. Elle avait l'air fatiguée d'une manière particulière, pas comme si elle n'avait pas dormi, mais comme si elle avait trop réfléchi pendant trop longtemps. Elle m'a regardé, et j'ai pu voir qu'elle essayait de jauger l'ambiance avant de dire quoi que ce soit. Je lui ai dit de s'asseoir. Nous nous sommes retrouvés à la table de la cuisine, la même table où j'avais mangé seul pendant 3 nuits. Elle a croisé les mains devant elle et je me suis assis en face d'elle avec mon café. Je n'y suis pas allé par 4 chemins. Je lui ai dit que j'avais rencontré un avocat spécialisé en droit de la famille ce matin-là. Elle est restée immobile. J'ai dit que je ne déposais rien, que je n'avais rien décidé, mais qu'après ce qui s'était passé dimanche soir et la conversation que nous avions eue avant son départ, j'avais besoin de comprendre où les choses en étaient légalement si elle prenait cette tournure. Je lui ai dit que c'était la vérité honnête de ce qui se passait dans ma tête. Elle a fermé les yeux une seconde. Quand elle les a ouverts, elle a dit « Je ne veux pas divorcer ». J'ai dit « Dis-moi ce que tu veux ». Et puis quelque chose a changé dans sa façon de s'asseoir. Ses épaules se sont légèrement abaissées. La posture défensive avec laquelle elle était entrée s'est relâchée et elle a commencé à parler. Pas de la même manière qu'elle avait parlé dimanche, ce qui avait la forme d'un grief qu'elle avait préparé. C'était différent. C'était quelqu'un qui disait ce qu'il voulait réellement dire. Elle a dit qu'elle s'était trompée sur Meghan, non pas en tant que personne, mais en tant que source de conseils sur quelque chose d'aussi spécifique qu'un mariage. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant que Meghan avait filtré tout ce qu'Anna lui avait dit à travers ses propres expériences avec les hommes, ses propres conclusions sur les relations, et que ces conclusions n'avaient rien à voir avec moi ou avec nous. Elle a dit qu'être dans cet appartement pendant 3 jours avait été éclairant d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Puis elle a dit quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elle a dit que le problème n'avait jamais vraiment été la vaisselle ou la lessive ou qui faisait le plus. Elle a dit que le problème était qu'elle avait cessé de se sentir comme une personne avec un but. Et au lieu de s'en occuper directement, elle avait cherché quelque chose d'extérieur pour expliquer le vide et Meghan lui avait donné une explication facile à accepter parce qu'elle mettait la cause en dehors d'elle-même. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, j'aurais dû remarquer. Je savais que tu étais malheureuse à cause de quelque chose. Je me suis dit que tu en parlerais quand tu serais prête. Et c'était plus facile pour moi que de demander. Je l'ai regardé fixement. C'est de ma faute. Elle a secoué légèrement la tête. Tu portais beaucoup. Nous le faisions tous les deux, ai-je dit, de différentes manières. L'erreur était de le porter séparément. Nous sommes restés silencieux un instant. Puis elle a demandé si je pensais toujours à Norman Ellison. J'ai été honnête avec elle. J'ai dit que je ne savais pas encore. Que j'étais allé le voir parce qu'après dimanche, j'avais besoin de savoir que j'avais des options, pas parce que j'étais certain de l'option que je voulais. Je lui ai dit que le mariage n'était pas brisé, mais que la façon dont nous fonctionnions à l'intérieur de celui-ci avait des problèmes qui allaient refaire surface si nous ne les abordions pas directement. Elle a dit qu'elle le savait. J'ai dit, plus d'intermédiaire. Si quelque chose ne va pas, tu me le dis. Je ne veux pas le découvrir par une mise en scène dans mon salon. Elle a hoché la tête et j'en ferai de même. J'ai dit, j'arrêterai de traiter le silence comme un service. Elle a presque souri à cela. Presque. J'ai rempli mon café et j'ai poussé le sien vers elle,
même s'il était devenu froid, et elle a enroulé ses mains autour. De toute façon, nous avons parlé pendant 1 heure de plus, non pas du drame des 4 derniers jours, mais des choses concrètes qui avaient dérivé, son sentiment de but, mon habitude de compartimentaliser, le jardin qu'elle avait mentionné et que je n'avais jamais réalisé. Les conversations que nous avions l'habitude d'avoir qui avaient été remplacées par des soirées de silence parallèles. Rien de tout cela n'était confortable. Tout cela était nécessaire. Au moment où nous avons cessé de parler, le café était depuis longtemps parti, et la lumière dans la cuisine avait changé pour le genre d'après-midi plat qui entrebas par la fenêtre latérale. Elle s'est levée et a lavé les 2 tasses sans rien dire. Je l'ai regardé faire et j'ai remarqué que cela avait l'air tout à fait ordinaire, juste une personne lavant des tasses dans une cuisine. J'ai appelé le bureau de Norman Ellison avant le dîner et j'ai laissé un message à la réceptionniste. Je lui ai dit de lui faire savoir que je ne donnerais pas suite pour le moment. Ce soir-là, nous avons commandé chez un restaurant thaïlandais sur Dalmaberry où nous n'étions pas allés depuis presque 1 an. Nous avons mangé à table au lieu de sur le canapé. Nous avons parlé plus que nous ne l'avions fait depuis des mois. Ce n'était pas réparé, mais c'était un début qui avait un vrai fondement, ce qui est plus que ce que c'était il y a 4 jours. Les semaines qui ont suivi cette conversation n'ont pas été un montage. Il n'y a pas eu de moment unique où tout s'est remis en place. C'était plus un travail d'entretien, le genre qui ne semble pas dramatique de l'extérieur, mais qui empêche la structure de se détériorer. Nous avons commencé à parler plus délibérément, non pas des conversations programmées avec des ordres du jour, juste l'habitude de prendre des nouvelles avant que l'un de nous ne se retire dans sa propre tête. Anna a commencé à être directe quand quelque chose la dérangeait. Non pas en construisant un dossier autour de cela, juste en le disant. J'ai commencé à demander au lieu de supposer que le silence signifiait que tout allait bien. De petits ajustements qui se sont avérés plus importants que nous ne l'avions prévu. Environ 3 semaines plus tard, elle a abordé la question de l'emploi elle-même. Non pas parce que je l'avais poussée à le faire. Je m'étais fait un point de ne pas le faire, mais parce qu'elle a dit qu'elle manquait d'avoir quelque chose qui lui était propre, une structure à sa journée qui ne dépendait pas de ce dont la maison avait besoin. Elle a demandé si je pensais que c'était une bonne idée. Je lui ai dit que j'avais pensé que c'était une bonne idée depuis un certain temps, mais que cela devait venir d'elle. Elle a commencé à postuler la semaine suivante. Elle avait une formation en coordination d'événements avant notre mariage, et une entreprise à Ybor City qui gérait des événements d'entreprise et la gestion de lieux avait un poste de coordinateur ouvert. Elle a postulé un mercredi. Ils l'ont appelé jeudi. Elle a eu un entretien le lundi suivant et est rentrée après, s'est assise à la table de la cuisine et a dit qu'elle pensait que ça s'était bien passé d'une manière qui signifiait qu'elle savait que ça s'était bien passé. Ils lui ont offert le poste 4 jours plus tard. Elle l'a accepté. Le changement chez elle fut immédiat et authentique. Non pas parce que le travail était remarquable en soi, mais parce qu'elle avait de nouveau une raison de se lever avec intention. Elle est rentrée de sa première semaine avec le genre de fatigue spécifique qui vient du fait de faire quelque chose, par opposition à l'autre genre. J'ai reconnu la différence. Elle aussi. Nous avons aménagé ce jardin dans l'arrière-cour un samedi fin octobre. Rien d'élaboré. Quelques plates-bandes surélevées le long de la clôture, des herbes aromatiques, quelques tomates dont elle avait lu des choses. J'ai construit les cadres avec des planches de cèdre que j'avais achetées à Home Depot, et elle les a remplies. Nous avons travaillé là-bas la majeure partie de l'après-midi sans trop parler, et c'était le genre de silence confortable, pas le genre creux dans lequel nous avions vécu auparavant. C'était une distinction qui valait la peine d'être conservée. Quant à Megan, je n'ai pas demandé directement à Anna à son sujet, et Anna n'a pas beaucoup volontaire au début. Ce qui est ressorti avec le temps par fragments, c'est ceci. Le propriétaire de Megan a donné suite à l'avis d'expulsion. Elle était partie de l'appartement en novembre, dormant en rotation sur des canapés pendant qu'elle réglait ses finances. Lexi avait rompu le contact avec elle après une dispute d'argent. Apparemment, Megan avait emprunté de l'argent et était restée silencieuse sur le remboursement. Piper s'était éloigné plus discrètement, comme le font les gens quand ils ne trouvent plus le chaos divertissant. Puis, un jour début décembre, Anna a mentionné presque en passant que Megan avait été testée positive à une IST, quelque chose qu'elle avait apparemment contracté d'un des hommes qu'elle avait fréquenté. Elle y faisait face, mais cela l'avait ébranlée d'une manière que les autres choses n'avaient pas fait. Anna a dit qu'elle lui avait tendu la main pour prendre de ses nouvelles. Je ne lui ai pas dit de ne pas le faire. C'était sa décision.
mais la version de Meghan qui s'était assise dans notre fauteuil 8 semaines plus tôt et avait dit à ma femme qu'elle méritait mieux que son mariage, cette version n'avait pas exactement résisté à l'examen. Anna ne l'a pas dit de cette façon. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ce que j'ai remarqué plus que tout cela, c'est ce qui avait changé à la maison. Anna et moi avons eu un désaccord en novembre. Un vrai, sur l'argent et les priorités, le genre qui avait l'habitude de passer inaperçu et de couver. Cette fois, elle a dit ce qu'elle pensait. J'ai dit ce que je pensais. Nous avons fait des allers-retours sans que cela ne se transforme en un référendum sur toute la relation. Et au moment où nous sommes allés nous coucher, nous avions une résolution réelle. Rien de dramatique, juste deux personnes qui avaient cessé d'être prudentes l'une envers l'autre de la mauvaise manière et avaient commencé à être honnêtes à la place. La canne à pêche que je gardais dans le garage est ressortie début novembre. J'ai conduit jusqu'à la jetée de Fort de Soto un samedi matin pendant qu'Anna était à un brunch avec ses collègues. De vrais collègues, des gens qu'elle avait rencontrés au travail, et non pas par une idéologie commune sur le mariage. J'ai attrapé 2 beaux snooks et les ai relâchés, puis je suis resté assis là un moment, juste à regarder l'eau. J'ai pensé à la nuit où j'étais rentré pour trouver cette chaise au milieu de la pièce. L'épuisement, le piège, la certitude absolue que j'avais ressentie à ce moment-là que je n'y mettrais pas les pieds. Et puis j'ai pensé à tout ce qui était venu après, la dispute, les 3 jours, le bureau de l'avocat, la conversation à la table de la cuisine qui avait réellement signifié quelque chose. Ça aurait été plus facile si rien de tout cela n'était arrivé. Mais plus facile et mieux ne sont pas la même chose, et j'avais passé suffisamment de temps à les confondre. Je suis rentré chez moi, me suis arrêté à un Starbucks en chemin, lui ai ramené un café qu'elle n'avait pas demandé. Elle était dans le jardin quand je suis arrivé, accroupie à côté des plates-bandes, vérifiant quelque chose. Elle a levé les yeux quand elle a entendu le portail. Je lui ai tendu le café. Elle l'a pris, l'a regardé, m'a regardé. Tu n'avais pas à faire ça. Je sais, ai-je dit. Nous sommes restés là un moment. Les tomates commençaient à pousser. Le jardin ressemblait à quelque chose que nous avions construit ensemble, ce qui était le cas. C'était suffisant. Donc, une chaise au milieu du salon. C'est ce qu'il a fallu pour que tout explose. Pas une conversation, une chaise. Et 3 amis avec des opinions sur un mariage dans lequel elle n'était pas. Voici le truc. Le vrai problème n'a jamais été la vaisselle. C'était 2 personnes qui portaient leurs affaires séparément pendant si longtemps que l'une d'elles a commencé à chercher des réponses au mauvais endroit. Au moment où elles ont réellement parlé, juste elles deux, sans public, sans ordre du jour, les choses ont commencé à bouger. La communication. C'est tout. Rien de révolutionnaire, je sais. Mais apparemment, il est toujours plus facile d'appeler ses amis que de dire « Eh, nous devons parler ». Eh bien, c'est là que notre vidéo se termine. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment ici. N'oubliez pas de laisser votre like, votre commentaire, et aussi de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup pour tout le soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous retrouve dans la prochaine narration. Prenez soin de vous.